Bonjour Catherine, est-ce que je dois dire de Schepper ou de Schepper? Ah, de Schepper en néerlandais. Très bien, mais bon, des fois que vous auriez voulu franciser votre Absolument nom. pas. Allons-y pour de Schepper alors. Et vous venez nous présenter votre livre, le dernier, parce que vous en avez Oui. déjà écrit d'autres, qui s'intitule Le complexe du gastéropode. Le complexe du gastéropode. Mais c'est magnifique, mais je ne vois pas très bien ce que les gastéropodes viennent faire dans l'histoire. Alors pourriez-vous nous résumer le pitch et nous présenter vos principaux personnages? Alors, le pitch de l'histoire, en fait, c'est 4 auteurs. Donc, on a 4 auteurs qui ont tous les 4 écrit un premier ouvrage. Pas forcément un premier roman, mais un premier ouvrage. Et ces 4 auteurs vont gagner une résidence d'écriture dans un château dans la province de Liège. Et l'objectif, finalement, pour les 4 auteurs, c'est d'arriver à produire un manuscrit le plus prometteur ou le plus abouti, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, pour avoir une promesse d'édition. C'est-à-dire que pour essayer de titiller la concurrence saine entre auteurs, la Société des auteurs en devenir annonce que le manuscrit le plus prometteur pourra faire l'objet d'une publication. Et comme la publication, c'est un peu le Graal de tous les auteurs, ben, on s'attend à ce que ces 4 auteurs entretiennent entre eux une concurrence solide, voire un peu violente. Et en fait, ça ne va pas vraiment se passer comme ça. Alors, c'est très difficile de raconter le pitch sans déflorer l'histoire. Je ne vais pas en dire trop. Mais peut-être pourriez-vous nous présenter les 4 En présentant les protagonistes. personnages, on comprendra peut-être un peu ce qui va se passer. C'est-à-dire que le premier personnage, c'est Nicolas. Alors, Nicolas, lui, c'est un fils d'eux, donc d'une bonne famille, qui finalement est devenu auteur, et c'était probablement pas du tout les ambitions de ses parents. Et donc, il fait preuve d'un certain courage, malgré tout, en rentrant dans cette carrière d'auteur. Il a écrit un premier roman policier, pas mauvais, mais qui n'a pas ému les foules. Et lui, il a vraiment beaucoup, beaucoup d'ambition. C'est-à-dire qu'il veut remporter cette résidence d'auteur, il veut avoir le manuscrit le plus intéressant, et il veut en fait changer la littérature, pas moi. C'est-à-dire qu'il veut vraiment être un auteur qui compte, pas un auteur qui passe. Et donc il a des envies de Joyce, de Butor, enfin il veut vraiment réinventer l'écriture, réinventer le concept de roman, etc. Et donc il a énormément d'ambition. Ça, c'est le premier personnage. Le deuxième personnage, c'est Jean-Paul. Jean-Paul Sartondo. Alors Jean-Paul Sartondo, c'est un flic pas à la retraite, c'est un flic qui s'est fait virer parce qu'il a raté une enquête, sa femme l'a quitté. Et dans une période un peu creuse de sa vie, ben, sans femme, sans boulot, il est parti en Guadeloupe pour essayer de se reconstruire. Il a rencontré là une femme à la poitrine opulente et qui est devenue un peu sa muse. Suite à ça, il a écrit un livre qui s'appelle Les Chroniques de ma mère noire, qui raconte en fait l'histoire d'un enfant blanc adopté par une femme noire. Et c'est évidemment toute la trouvaille de son livre, puisque la situation en général est plutôt l'inverse. Sauf qu'évidemment, ça ne raconte pas l'histoire d'un enfant adopté par une mère, mais plutôt une adoption spirituelle d'un homme par une femme très accueillante. Mais personne n'a compris le sens caché du livre, et Nous n'allons pas raconter comment son livre se vend. Ouais, on ne va pas raconter comment son livre se vend, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, ce livre, il va devoir le placer lui-même dans les librairies, parce que c'est un livre plus ou moins en auto-édition. Et donc, il se retrouve avec 500 exemplaires à écouler sur les bras, et donc il va avoir une idée géniale. Et son idée va le dépasser, en fait. Et donc ça, c'est le problème en fait, de Jean-Paul, c'est qu'il arrive dans la résidence avec un énorme complexe de l'imposteur, et avec finalement pas la moindre envie ou pas la moindre idée pour un deuxième roman. Mais il ne vient pas tout seul, il y a quelqu'un qui l'y amène. Il vient avec Odile, en fait, qui est sa nouvelle compagne, puisqu'en revenant de Guadeloupe, il a rencontré finalement une des préposées au chômage qui s'occupe de son dossier, et qui, elle, rêve surtout d'avoir un époux ou un compagnon écrivain. Et donc, elle, à travers ses yeux à elle, lui va être très mal à l'aise par rapport à ce statut d'écrivain auquel il n'adhère pas forcément, mais qu'il va devoir endosser ou pas. On va voir comment ça se passe. Et puis alors, il y a Nadine. Alors Nadine, j'aime beaucoup Nadine. Nadine, en fait, c'est une dame, c'est une petite dame un peu boulotte, comme ça, qui en fait a écrit un livre. Alors Nadine, c'est une dame qui a des idées, qui a 50 idées à la minute, et qui a des idées qu'elle essaye de transmettre aux autres. Et donc elle va écrire un livre de développement personnel, pour que les personnes qui le lisent soient capables de produire eux-mêmes un livre et d'accéder à la création. Et là, l'histoire de Nadine est absolument fantastique, parce que cette petite dame qui vient de nulle part, qui écrit un livre en fait parce qu'un éditeur a des vues sur elle et lui promet un livre en échange de bons soins qu'il n'aura pas, se retrouve dans cette résidence d'auteur avec
elle n'arrive pas toute seule, en fait, elle arrive avec tout un paquet de supporters qui ont lu, les inspirationnistes, voilà, qui ont lu son livre et qui ont trouvé dans les mots de Nadine, qui sont des mots très simples et très évidents, quelque part un écho à leurs propres aspirations. Et donc, elle est très très fort encombrée par cette espèce de groupe de fans, de groupies, dont elle ne sait pas se défaire. Et finalement, l'idée d'entrer dans le château, pour elle, c'est presque une libération. Une libération. En tout cas, elle se dit, oui, c'est tout le paradoxe, elle va s'enfermer pour se libérer de ces supporters un peu trop encombrants et qui commencent à énerver sérieusement son mari Roger, que j'aime beaucoup aussi, et qui n'en peut plus de voir sa femme vouloir jouer les égéries littéraires. Et puis nous avons le quatrième que moi j'adore. Alors le dernier c'est Émile, je dis chaque fois que je les adore, en fait je les adore tous les quatre. Émile c'est le poète, alors comme tous les poètes, enfin en tout cas comme il se doit, c'est le poète maudit, c'est-à-dire que c'est un homme en fait qui ne sait pas vivre avec les autres hommes, qui sait à peine vivre avec lui-même, qui râle sur tout le monde, qui estime qu'il est toujours la victime de toute une série de machinations qu'on doit ourdir contre lui, et qui en fait arrive dans la résidence en étant persuadé qu'il n'a rien à faire là, parce que cette résidence n'a qu'un seul objectif, c'est de lui voler ses idées. Sauf que, comme il a provoqué une inondation dans son appartement et qu'il s'est fait foutre à la porte, la résidence tombe à point nommé, le temps de trouver un nouveau logement. Et donc on ne va pas en dire plus sur Émile. On ne va pas en dire plus sur Émile, mais peut-être sur les gastéropodes. C'est-à-dire qu'en fait, Émile avait commencé des poésies maritimes, d'où l'inondation. Et donc, en arrivant dans le château, il se dit que finalement, peut-être qu'il y a une autre idée poétique à creuser qui se trouve du côté des lombriques, des limaces et autres gastéropodes. Et donc, ce sera là le sujet de sa prochaine œuvre littéraire. Nous avons deux châtelains dont il conviendrait de parler, tant ils sont différents l'un de l'autre. C'est un couple. Voilà. Alors, ils sont en fait accueillis effectivement en résidence. Alors, les résidences sont organisées par une société d'auteurs qui s'appelle la Société des auteurs en devenir et aussi par un couple de châtelains, le comte Gédéon Ducart de Lise et son épouse Marie-Maxime. Alors, le comte Gédéon Ducart de Lise, c'est un personnage intéressant parce qu'en fait, il n'a jamais lu. C'est un très mauvais lecteur. Il adore regarder les séries, les films qui reprennent des livres anglais, parce qu'il y trouve évidemment une certaine image de la noblesse et de l'aristocratie qui est un peu perdue en Belgique. Et donc il est baigné de cet univers de littérature anglaise, mais par le truchement des films. Et surtout, il a une épouse qui, elle, adore lire et qui, quelque part, va le pousser dans le dos à élaborer, à mettre en place cette résidence en le menaçant, s'il ne le fait pas, de louer une aile du château aux Hollandais. Et donc à choisir, finalement, les auteurs, c'est pas mal. Et puis Gédéon, il espère peut-être aussi, en accueillant des auteurs, trouver un jour le futur grand auteur et voir son château devenir le lieu de la création littéraire du futur grand. Donc il a des aspirations un peu par procuration, mais en étant comme ça une espèce de personnage un peu fantoche qui ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais qui se dit que peut-être, en fin de compte, en devenant un promoteur des arts et des lettres, il sera autre chose qu'un énième noblion petit 2 dans un château qui pourrit au fin fond de la campagne. Voilà. Alors il y a un personnage qui va arriver tout à la fin, oui, qui va peut-être être même poussé au désespoir, et ce personnage, c'est le critique littéraire. Ah, Lucas Seron. Alors Lucas Seron, c'est un des critiques littéraires qui va être invité dans la résidence pour un petit peu évaluer le travail des auteurs. Et bon, ça c'est très très difficile parce que je ne peux pas vous raconter ce qui va se passer avec Lucas Seron, mais en fait Lucas Seron a démoli certains auteurs pour leurs premières œuvres, et donc il va être invité dans la résidence pour évaluer le travail des auteurs, et il va découvrir une œuvre qu'il va estimer majeure. Et ça va changer la vie d'un des auteurs, je ne vais pas dire lequel, mais ce Lucas Seron va quelque part, en modifiant la vision que tout le parterre littéraire et donc tous les autres critiques vont le suivre, et en modifiant quelque part cette vision, permettre à un de ces auteurs, paradoxalement, d'atteindre une espèce de panthéon littéraire. Panthéon parce que cet auteur va disparaître sans qu'on sache trop où il est. Alors, parlons maintenant de la façon dont le livre a été conçu. Vous l'avez soumis à Weyrich, oui. Et là, il a subi une cure d'amaigrissement. Alors oui, en fait, le livre, il était très, très... Je crois qu'il y avait le double de pages dans le manuscrit initial, parce que d'abord, il y avait un auteur en plus. Il y avait un cinquième personnage qui s'appelait Séverine, donc il y avait 2 femmes, 3 hommes. C'est pas très équilibré en littérature, parce qu'en général, il y a une femme pour 20 hommes. Mais en tout cas, il y avait Séverine, qui était un personnage qui a disparu
que j'aimais bien aussi parce qu'en fait, Séverine, elle confondait amour et littérature. Et donc, il fallait qu'elle soit amoureuse pour écrire et elle ne pouvait pas écrire sans aimer. Et donc, il y avait cette espèce d'amalgame entre l'amour et la littérature. Et donc, elle écrivait des lettres enflammées et elle écrivait quelque part aussi pour toucher les personnes qu'elle souhaitait toucher à des fins autres que littéraires. Ce qui s'est passé, c'est qu'en travaillant avec Christian Liebens, qui est le directeur de la collection Plume du Coq, Christian m'a dit, et je pense qu'il a tout à fait raison, que le problème de l'humour, c'est qu'il faut que ça aille vite. Il faut que ce soit ce qu'on appelle les livres page-turner, donc ils font tourner les pages, il faut que ça avance. Et pour essayer de supprimer des passages, c'est toujours très difficile de dire à un auteur supprime des passages, parce que finalement, lesquels je peux supprimer, surtout quand tout s'imbrique. Et c'est vraiment une histoire où tout s'imbrique, puisque chaque action entraîne une réaction un peu imprévue. Et donc il m'a dit, essaye de supprimer un personnage. Alors au début, on se demande quand même... voilà. Au début, j'étais très très perplexe, parce que en me disant, si je tue un personnage, en fait, toute l'histoire va devoir être reconstruite, et de fait, elle a dû être en grande partie reconstruite. Et puis surtout, c'était très drôle, parce que comme cette histoire raconte l'histoire de 4 personnages maintenant qui vont se livrer une guerre sans merci pour qu'il n'en reste qu'un, me demander de tuer un personnage, c'était me demander d'entrer dans la fiction et de faire moi-même le jeu de massacre. Si je puis me permettre, tous ne vont pas essayer de massacrer leurs rivaux. Non. Non, mais c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on espère, peut-être pas ce qu'on espère, mais en tout cas on se demande comment va se passer ces relations entre ces personnages, et on sent quand même très vite que certains veulent tirer leur épingle du jeu, d'autres sont là pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la littérature, et donc l'idée d'enlever un personnage, c'était quelque part transformer mon travail d'écrivain en l'objet même du livre, et donc je trouvais ça vraiment intéressant. Et alors là où j'ai vraiment éclaté de rire, enfin heureusement qu'on a de l'humour, c'est quand en plus d'enlever un personnage, Christian m'a dit « et rajoute un chien ». Ou rajoute en tout cas un animal, l'idée étant d'ajouter quelque chose d'un peu plus, je n'ai pas envie de dire terrestre, mais d'ajouter de la chair, d'ajouter quelque part de l'humour, de situation. Et donc j'ai rajouté effectivement un chien et supprimé un personnage. Alors j'ai pas fait les choses très simplement parce que j'ai ajouté un chien, mais ce chien, en fin de compte, n'est pas le même chien pour chaque personne, puisqu'en fait il va évoquer chez chaque auteur un autre animal, un autre chien, voire un cheval. Et donc chacun des personnages va d'ailleurs attribuer un nom différent à ce chien qui va quelque part être une espèce de miroir réfléchissant de toute une série de relations que les personnages entretiennent avec leur passé. Et ça a aussi été un moment très très jouissif de faire passer ce chien à travers le prisme de chacun des personnages.